En tous les cas, pour le chef d'entreprise, il est évident que les choses du coup changent et que mener les équipes, leurs équipes, aujourd'hui, est quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus prudent, de beaucoup plus bienveillant et exigeant peut-être encore qu'il y a une cinquantaine d'années. Et pour demain, comment va-t-on faire? Eh bien, voici un exemple. Je vous demande d'applaudir Michel Musenhutter. Alors Michel est donc directeur général de SEW Usocom. Le métier de cette entreprise, c'est le mouvement. Tous les systèmes d'entraînement avec moteur électrique, par exemple, lorsque vous êtes à l'aéroport et que vous attendez votre valise sur un tapis à bagages, eh bien tous les systèmes d'entraînement électriques et autres, vraisemblablement, viennent de son entreprise. C'est un leader mondial. Même chose lorsque vous avez pris ici un escalier mécanique avec mesure d'entraînement et électricité, etc. Vraisemblablement, tous ces moteurs-là, ces variateurs, viennent également de son entreprise. Qu'y a-t-il de si particulier dans l'entreprise de Michel? D'abord, tout petit et plus grand encore, Michel s'était rendu compte que dans les cours de récré, c'est toujours les mêmes qui distribuent les mêmes rôles, les rôles des cow-boys et les rôles des Indiens. Michel voulait toujours être cow-boy, donc il s'est dit, il faut que ce soit moi qui distribue les rôles. Premier point. Le deuxième constat de Michel, qui est tout aussi vrai que le premier, faisant du karting dans son jeune âge, il s'était rendu compte que la compétence de chacune des personnes composant l'équipe du karting était importante, mais pas suffisante pour assurer la victoire. Et que la victoire ne pouvait venir que par une envie collective, avec plaisir de gagner. S'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de victoire consécutive. Ça, c'est le deuxième enseignement. Ensuite, évidemment, Michel devient ingénieur, commence à diriger effectivement plusieurs entreprises, et aujourd'hui, il dirige SEW Usocom, je vous ai dit tout à l'heure, en portrait rapide, 2000 personnes, 391 millions de chiffre d'affaires, les tout derniers bilans d'il y a quelques jours seulement, 3,6% d'augmentation de croissance, mais dans un marché qui lui-même est défaitiste et qui est baissier. J'ajoute une chose, le futur est déjà acquis dans cette entreprise-là. Je veux dire par là qu'il y a quelques semaines à peine, Michel et ses équipes ont inauguré une toute nouvelle usine, 40 millions d'investissements dans le bâtiment, 30 millions dans les robots et les automatismes. Et je dois préciser ici, c'est en lien avec ce que nous avons vu ce matin, que ces robots sont filoguidés, ce sont des chariots, qu'ils ont été conçus par les équipes d'Usocom, que toute la mécanique et toute la solution qui est mise en place dans l'entreprise a été elle-même imaginée, conçue, construite par l'entreprise, pour l'entreprise et pour l'homme. Pourquoi pour l'homme? Parce que tous ces robots deviendront une vitrine, non pas une vitrine seulement de la robotisation, mais une vitrine de la façon dont les hommes s'y comportent, dont ils vivent, dont ils peuvent en être fiers. Puis-je ajouter juste un témoignage personnel? Je suis allé dans cette usine, ce n'est pas Michel qui me l'a fait visiter, ce n'est pas d'ailleurs Michel qui l'a fait visiter, ce sont les équipes qui font visiter leur propre usine. Et ce qui m'a frappé par rapport à toutes les autres que j'ai pu visiter, j'en ai visité beaucoup, c'est la fierté que l'on lit, mais une fierté simple, que l'on lit dans le regard de ces personnes qui viennent vous dire « venez visiter l'usine », pas du tout. Ils viennent vous dire « venez visiter mon usine », parce que ce que vous allez y voir, j'y contribue tous les jours à la transformer. Michel, voici la question. Dans un monde qui bouge, dans une usine qui n'arrête pas de bouger, comment concevoir, comment concilier d'un côté le bonheur des hommes et la performance de l'entreprise? On a du temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout des méthodes de gourou. Vous allez voir que le management, c'est du gros bon sens. Alors quelques mots sur notre entreprise. Donc effectivement, nous, on se place, on se dit on est moteur dans un univers mobile. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des motoréducteurs, des systèmes d'entraînement, des réducteurs industriels. Et par contre, la particularité que nous avons gardée dans notre entreprise, c'est qu'on est totalement intégré. Hormis les pièces normalisées, on essaye de tout réaliser nous-mêmes. Pourquoi? Pour une raison très simple. Aujourd'hui, le produit et le prix, ça ne suffit plus. Il faut offrir plus que ça. Il faut offrir du service et de la solution. Et quand on dit de la solution, c'est aussi offrir de la variabilité. Il est tout à fait évident que si vous êtes dans une politique purement de outsourcing, vous allez standardiser au maximum vos produits
et vous ne pourrez pas répondre au marché de la variabilité. Alors, nous avons la chance aussi, on est aujourd'hui dans le groupe un peu plus de 15 000 personnes, mais la grande chance qu'on a, c'est qu'on est resté une entreprise 100% familiale, indépendante. Quand je dis indépendante, c'est important, nous n'avons aucune, nous sommes restés, et surtout en France, totalement en autofinancement. Nous avons aujourd'hui, à travers le monde, vous voyez, 15 usines de production, et nous avons des unités de montage. On a effectivement séparé les flux, et pourquoi? Les usines de production fabriquent des pièces articles, comme des pièces Lego, si possible avec des moyens très automatisés pour bien tirer les prix. Par contre, le montage est totalement fait à la demande du client, c'est-à-dire nous n'avons aucun produit fini en stock, et notre challenge, c'est de monter un produit même à 5 pattes dans le délai le plus court du marché. Donc on veut offrir un maximum de variabilité, ce qui nous permet aujourd'hui d'être un fournisseur qui est peut-être plus cher que nos concurrents, mais qui offre le plus grand panel de produits à nos clients. Donc les usines de production, 15 réparties à travers le monde, je dirais que les usines en Europe ne sont pas redondantes, elles ont toutes leur propre fabrication. Par contre, nous retrouvons ce type de fabrication au Brésil pour l'Amérique et l'Amérique du Sud, et on retrouve ce type de fabrication en Chine pour l'Asie. Mais tous les produits fabriqués en Chine ne reviennent pas en Europe. Donc on a toujours eu dans notre groupe une politique de localisation et non pas de délocalisation. Parce qu'il est tout à fait clair, si vous voulez vendre, il faut être très très proche du client. Donc la proximité client, ça nous a toujours conduit à aller très vite nous implanter dans les pays. Donc on est implanté dans 48 pays, et le chiffre d'affaires du groupe, puisque notre année bilan, c'est premier jour du mois de mars, dernier jour du mois de février, est de 2,6 milliards. En France, Thierry l'a dit, on est 2100 personnes, avec donc 2 usines de production, un site à Haguenau qui est le site historique, qui est un site qui a démarré dans les années 1960, et le site de Fort-Barre où on a notre fonderie aluminium, découpage des tôles rotors, des tôles stators, et notre nouvelle usine de Brumath qui est l'usine de montage et de logistique. Donc, comme je l'ai dit, ces pièces articles, alors sur la France, à peu près, sur les 100% des pièces articles, 50% des pièces articles vont être livrées dans des unités de montage qui sont réparties dans toute l'Europe, et 50% des articles sont montés sur le site lui-même pour nos clients finaux. Notre production est à peu près, sur la France, c'est à peu près 75%, c'est de l'export. Nous avons à côté de ça 5 unités de montage pour assurer du service. Alors, vous avez une implantation ici, donc notre site historique de Haguenau, le dernier site de Brumath, Fort-Barre, et les unités de montage. Particularité de ces unités de montage, c'est quoi? C'est encore une fois favoriser cette proximité client, par une présence commerciale bien sûr, mais surtout un support technique, assurer aussi la formation à l'utilisation des produits de nos clients, et surtout donc assurer un service. Et un service, pour nous, c'est 24 heures, 365 jours. J'ai entendu dans les exposés avant qu'on parlait de taux de rendement synthétique, de taux d'occupation. Il faut absolument qu'en termes de formation et en termes de service, on puisse assurer un taux de disponibilité maximum à nos clients. Et on offre bien sûr du montage rapide. Du montage rapide, c'est du montage de dépannage, c'est-à-dire c'est un montage qui doit se faire en 24 heures ou 48 heures en fonction du besoin. Alors, la chance, c'est qu'on se trouve dans tous les domaines, et c'est vrai que notre métier a beaucoup évolué les 30 dernières années, parce qu'au départ, on était un fabricant de moteurs électriques, ensuite on était un fabricant de moteurs réducteurs, ensuite on s'est dit on va offrir tous les systèmes d'entraînement, et aujourd'hui on se dit simplement notre métier c'est du mouvement. On veut être moteur dans tout, c'est du mouvement. Donc le mouvement, bien sûr, jusqu'à présent, on est très représenté dans l'industrie, mais le mouvement, on le retrouve demain dans la mobilité électrique qui sont dans les grandes villes, qui va se développer. Donc ce mouvement, on veut être un partenaire dans tous ces systèmes de mouvement. Alors, l'exposé aussi, aujourd'hui, quand vous dites, quand on a fini de changer, on a fini de vivre. Je ne peux que approuver cette chose-là, parce qu'effectivement, je pense que qui ne change pas aujourd'hui, si l'industrie ne change pas, on a non seulement fini de vivre, mais on est mort. Une industrie qui ne peut pas se rester au top de la technologie, qui ne peut pas investir constamment dans des moyens modernes, ne restera pas très longtemps survivant. Donc il faut effectivement
pouvoir mettre son entreprise constamment en mouvement, parce que le monde, aujourd'hui, il va très vite. Il va parfois même trop vite, et il faut pouvoir anticiper pour rester absolument compétitif et pour pouvoir s'adapter par rapport au marché. Je dirais aussi que quand on est dans le mouvement, il y a une nouvelle donne qui est importante. Accompagner, comme j'ai dit, rester au top de la technologie, c'est le b.a.-ba, c'est la condition sine qua non. Mais le progrès technique ne suffira pas. Aujourd'hui, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de changer les organisations et vous avez surtout besoin d'être beaucoup plus réactif. Et pour être plus réactif, il faut aussi s'occuper très sérieusement de la communication. Parce qu'une entreprise n'aura jamais des flux physiques courts si les flux de communication ne sont pas courts. Donc, le facteur de l'organisation, le facteur de la communication sont des éléments qui deviennent très importants. Deuxième chose, quand vous dirigez une entreprise, il faut qu'en tant que leader, vous ayez une vision. Cette vision qui va donner du sens, et je vais essayer de le développer. Par contre, il faut également, bien entendu, avoir des compétences, mais des compétences, c'est l'ensemble des collaborateurs. Donc, il faut aussi que dans une entreprise, l'ensemble des collaborateurs puissent progresser en termes de compétences. Il faut augmenter leur savoir, il faut permettre de les former. Et quand vous faites grandir les opérateurs dans l'entreprise, dites-vous bien qu'ils grandissent aussi en dehors de l'entreprise. Et la troisième des composantes qui me semble absolument nécessaire au niveau d'un leader, d'un manager, c'est donner de l'énergie nécessaire. Et tout votre management dans l'entreprise doit pouvoir donner cette énergie. Ceci nous a conduit donc à créer notre projet en 1989 qu'on a appelé le projet Performbiance. Alors ce projet Performbiance consiste en quoi? Effectivement, il n'y aura jamais de bonne performance, il n'y a pas de bonne ambiance au travail. Et la bonne ambiance au travail, ça doit conduire au bonheur des collaborateurs. Et je peux vous garantir que si les collaborateurs se trouvent heureux à leur travail, vous pouvez être sûr que le produit sera bon et le client sera heureux aussi. Donc, les conditions de performance sont, je dirais, relativement faciles. Il y a des méthodologies pour ça, on sait comment augmenter les performances dans une industrie. Mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est travailler sur l'axe ambiance. Parce que aussi, dans le domaine du sport, c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas cette bonne ambiance d'une équipe qui suit, la performance ne sera pas au rendez-vous. Par contre, vous ne fêterez jamais la troisième mi-temps si vous n'avez pas été performant. Donc vous voyez bien que les deux sont tout à fait combinés. Mais l'ambiance, c'est quoi? L'ambiance, c'est améliorer les conditions de travail. Et je peux vous garantir que chaque fois que vous améliorez les conditions de travail, la productivité, elle suit. Si vous parlez que de chasse à productivité, on va vous prouver par A plus B que ce n'est pas possible, que ça ne marchera pas. Par contre, chaque fois que vous améliorez les conditions de travail, vous allez voir que la performance va suivre. C'est aussi, et ce qui est très important, c'est de rester humble. C'est avoir le respect des hommes, et c'est d'avoir confiance en l'homme, et c'est d'oser la confiance. Et la troisième des choses, c'est de supprimer les privilèges. Il ne faut pas de privilèges. Vous savez, le style, la place de parking attitrée pour le patron qui est bien devant l'entrée. Non, essayez de supprimer tous les privilèges. Par contre, il faut fixer des règles. En résumé, il faut mettre son personnel dans les meilleures conditions possibles afin de créer une forme de bonheur au travail et ceci contribuera aussi à la satisfaction des clients. Alors, je vais vous montrer un petit film qui va durer, je crois, 3 minutes, qu'on montre à tous nos nouveaux embauchés. Chez SEW Usocom, nous avons compris qu'une bonne ambiance de travail est la clé de la performance. Cette conviction est incarnée par notre culture Performbiance. Depuis 1989, Performbiance s'est étoffée de nouveaux outils pour permettre à chaque collaborateur d'être pleinement moteur de notre croissance. La finalité de cette croissance étant de nous permettre de grandir ensemble en France. Les 5 concepts de Performbiance sont des jalons pour bien organiser son atelier ou son service. Pour faire vivre ces 5 concepts, nous souhaitons créer un environnement au sein duquel les collaborateurs peuvent prendre des bonnes initiatives pour SEW. Cet environnement doit être propice à la motivation et à l'engagement. C'est pour cette raison qu'il est fondé sur 3 grands principes. Le premier consiste à bâtir des relations sur la base du respect, de l'équité et de la confiance. Cela implique que l'on passe d'un management de contrôle à un management d'aide et d'accompagnement.
Le deuxième principe mise sur le développement de l'autonomie des équipes. Dans un cadre défini, l'équipe est libre et responsable de mener des initiatives pour le bien de l'entreprise et pour satisfaire son client. Le troisième principe est de permettre à chacun de développer son plein potentiel pour grandir chez SEW. Les managers doivent garder ces trois grands principes à l'esprit pour être en capacité de donner du sens aux actions entreprises avec leurs collaborateurs en rappelant pour qui et pourquoi nous faisons les choses. De façon plus opérationnelle, Performbiance passe par l'application de notre modèle de management des 7 P. Ces 7 P sont le projet, la propreté, la personne, la précision, la pression, le progrès et le profit. À nous maintenant de partager notre culture Performbiance. Je vais donc vous développer assez rapidement notre système de management des 7 P. Mais encore une fois, je tiens à le préciser, dans le management, c'est souvent du gros bon sens qu'il faut. C'est des choses qu'on connaît relativement bien, mais qu'on applique rarement avec la rigueur qu'il faut. Alors, la première des choses que nous avons faites, c'est de simplifier les organisations. Simplifier les organisations pour simplifier, je dirais, la communication. Et aujourd'hui, il est absolument nécessaire dans une entreprise de travailler en réseau. Pourquoi? Ça vous permettra, de développer ce qu'on appelle la technique des 3 A, c'est l'appartenance, l'autonomie et l'amélioration. Et aujourd'hui, je dirais que le modèle de management du style pyramidal ne peut plus fonctionner. Si, il peut encore fonctionner quand vous avez des produits très simples, quand vous avez peu de produits, quand vous avez des produits basiques, mais ne vous étonnez pas à ce moment-là qu'on va vous parler que de baisse de prix. Aujourd'hui, par contre, étant donné qu'on est dans un monde de réactivité, dans un monde de variabilité, je l'ai entendu avant aussi, on parle de customisation, c'est vrai, on veut de plus en plus de différenciation, et il est quand même clair que la différenciation, plus tard, c'est la plus intelligente et la plus économique, mais qui fait la différence. Aujourd'hui, ce système pyramidal ne peut plus aller. Parce que plus une entreprise grandit, et je crois le vrai rôle de tout entrepreneur, c'est de chercher de la croissance pour créer de l'emploi. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, vos structures s'alourdissent aussi. Vous mettez de la hiérarchie supplémentaire, vous mettez des fonctions supplémentaires. Et plus vous avez des niveaux hiérarchiques et plus vous avez des fonctions, plus votre entreprise est sclérosée et devient lente. Alors, bien au contraire, il faut essayer dans une entreprise de garder ce niveau d'artisan. Quand vous êtes un artisan et que vous avez 15 compagnons, vous n'avez pas besoin de DRH, vous n'avez pas besoin de directeur de la qualité, vous avez le client au bout du téléphone, vous savez exactement comment il faut agir. Par contre, quand vous êtes l'inconvénient, quand vous êtes une petite entreprise, vous avez aussi la tête dans le guidon et vous avez du mal à vous projeter sur le futur. Donc vous êtes vraiment dans le quotidien. La grande entreprise, c'est un peu l'inverse. On met des grosses structures, mais je l'ai déjà dit, on va se rendre beaucoup plus lent. Alors, ce marché qui demande de la variabilité, comment on a fait? Voilà notre organigramme. Nous avons bien sûr au milieu le service-vente. Pourquoi le service-vente? Parce que il représente nos clients et c'est le plus important. Donc je ne peux pas mettre les clients nominativement puisqu'on a la chance en France de recenser un peu plus de 10 000 clients actifs. Donc nous avons le client au centre, mais on a créé une multitude de mini-entreprises autour. Par contre, ces mini-entrepreneurs, et c'est devenu des mini-entrepreneurs avec des comptes d'exploitation, donc une mini-entreprise, c'est entre 35 à 50 personnes, on leur a donné tous les moyens pour être 100% responsables du délai, de la qualité et des coûts tous les jours. C'est-à-dire, on ne leur a pas non seulement donné les clous, mais on leur a donné les marteaux aussi. Et ils sont responsables de comment ils plantent les clous. Et ils sont donc 100% responsables du quotidien. Autour, vous voyez, des fonctions support, mais ces fonctions support n'ont plus aucun rôle hiérarchique. Par contre, la grande différence, ces fonctions support, bien sûr, si la mini-entreprise a besoin de l'aide, la fonction support est là pour l'aider. Et la grande différence, c'est que la fonction support, par contre, à côté de ça, elle va travailler sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire, prenons le cas d'une mini-entreprise qui a besoin d'acheter une nouvelle machine,
Bien sûr, il participera à l'élaboration du cahier de charges, mais il ne va pas perdre du temps à faire les foires, à essayer de trouver. Non, il y a une fonction support qui va l'aider à ce niveau-là. Donc, encore une fois, la grande particularité, c'est d'avoir développé à ce niveau-là vraiment de l'appartenance, de l'autonomie, mais en responsabilisant les mini-usines totalement sur le court terme, et ils ont les moyens d'agir, et le court terme, je parle sur un horizon d'une semaine, et tout ce qui est moyen et long terme, c'est des fonctions support, mais qui n'ont aucun rôle hiérarchique. Donc, il faut tendre, quand vous changez les organisations, sur des communications qui deviennent simples et rapides. Il faut que l'information que vous donniez devienne ce que j'appelle de l'info-action. Alors, le management des 7P, on l'a développé de la façon suivante, et je vais essayer de vous le décliner. Donc le premier P, c'est un projet, et il faut effectivement un projet. Le concept de propreté totale, qui est le premier pas de la qualité totale, la personne, la précision, on va aller voir dans le détail. Ce qui est intéressant dans cette grille, c'est que ça marche dans ce sens, et ça marche uniquement dans ce sens, mais ça marche aussi en lecture inverse. C'est-à-dire, si vous n'avez pas assez de profit, vous posez la question, est-ce que je fais assez de progrès? Et si je fais du progrès, est-ce qu'il y a un système de pression qui existe? Donc, c'est vraiment une grille à double lecture. Alors, en termes de performance, je vous l'ai dit, il n'y a pas de performance sans bonheur au travail. Et ce qui me semble fondamental dans une entreprise, la seule chose qui ne se délègue pas, et c'est vraiment la seule, c'est le management, c'est sa culture d'entreprise. Et pour la culture d'entreprise, il faut pouvoir tenir dans le temps, c'est-à-dire il faut pouvoir développer du vouloir, mais dans la durée. Il faut qu'un projet soit durable. Un projet du style « je veux faire 10% de chiffre d'affaires de plus pour l'an prochain », ce n'est pas un projet. Ça ne parlera pas à vos collaborateurs. Donc il faut vraiment un projet qui parle à l'ensemble des collaborateurs. Et l'autre condition, c'est que pour des projets, il faut avoir un encadrement et un management qui soit stable. Si vous êtes une entreprise qui change tous les 3 ans de patron, chaque nouveau patron va venir avec son nouveau train électrique et vous êtes dans la rupture totale. Donc le management nécessite quand même une durée sur votre projet en lui-même. Ce qu'il faut aussi, c'est que vos managers, que votre équipe proche, soient aussi les garants de cette culture. Encore une fois, une culture, il peut y en avoir qu'une et elle ne peut pas être différente. Alors, regardons le projet. Le projet, en premier, il doit donner du sens, il doit effectivement mobiliser l'intelligence collective de l'entreprise. Quand je dis l'intelligence collective, qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut plus demander ce que l'entreprise va faire pour les collaborateurs, mais il faut arriver à changer les neurones et se dire qu'est-ce que chaque collaborateur va pouvoir faire pour son entreprise, parce que c'est effectivement son entreprise. Donc, là où il faut faire attention, et vous le savez aussi bien que moi, c'est que la réussite, en général, elle est agréable. On fête les succès, mais il faut savoir aussi se dire que chaque succès a un prix, il faut pouvoir l'analyser. Par contre, il faut absolument que, quand on a des succès, ne pas se reposer, parce que ça peut être aussi la source de votre perte. Ensuite, il faut donc, pour avoir ce projet, développer ce que j'appelle le langage commun. Le langage commun, ça veut dire qu'il faut avoir une équipe qui, bien entendu, soit hétérogène, soit complémentaire, mais qu'on ait exactement la même vision. Donc ça nécessite quand même d'avoir des objectifs ambitieux, de définir des plans d'action rigoureux et d'établir la confiance au niveau de son équipe. Et la confiance, nous sommes du style à dire on fait systématiquement confiance aux hommes parce que l'homme est bon. Bien sûr, la confiance, elle est à géométrie variable. Vous faites ce que vous dites, vous tenez vos engagements, vous aurez de plus en plus de confiance et donc d'autonomie. Vous ne faites pas ce que vous dites, on retire un peu d'autonomie. La vertu d'exemplarité est importante. Vous savez très bien que c'est la première vertu. Pourquoi ? Un escalier se balaye toujours du haut vers le bas et non pas différemment. Et bien, en termes de management, c'est pareil. Vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs ce que vous n'êtes pas vous-même prêt à accepter. Donc, pensez à cette vertu d'exemplarité. Ça nécessite aussi de la présence sur le terrain. Le management, ce n'est pas quelque chose à distance. Un patron qui est loin de son terrain, il ne sait pas ce qui se passe. Il faut être effectivement proche de ces gens parce que c'est le seul moyen de pouvoir les écouter et pouvoir leur dire tous les jours « Tiens, tu as fait du bon boulot, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait améliorer » et ainsi de suite. Donc la présence est fondamentale, elle est nécessaire.
Ça nécessite bien sûr de la patience. La patience, c'est faire preuve de sérénité, c'est avoir du sang-froid, parce que les processus sont relativement longs à mettre en place. Moi, des gens qui me disent « j'essaye de mettre une nouvelle culture d'entreprise en place et dans 2 ans, j'ai des résultats », je n'y crois pas du tout. Changer la culture d'entreprise d'une entreprise, ça prend un peu de temps. Et l'horizon, c'est plutôt 3 à 5 ans, plutôt que... Donc, quand vous êtes, je dirais déjà moribond, vouloir redresser l'entreprise en mettant une autre culture en place, c'est déjà trop tard. Hein. On met un projet d'entreprise en place quand l'entreprise est saine. Et la 3e condition, c'est de la persévérance. La persévérance, il faut être opiniâtre, il faut insister, il faut poursuivre constamment les efforts, vous ne pouvez pas relâcher. Donc ça, c'est quand même un travail très important. Donc un projet, oui, qui donne du sens, mais au niveau de l'encadrement, avoir la stabilité, avoir de la présence sur le terrain, être patient et être persévérant. Ensuite, notre projet, nous l'avons donc clairement défini pour nous, avec ce jeu de mots, tous moteurs de notre croissance pour continuer à grandir en France et pour l'ensemble de nos collaborateurs, ça veut dire qu'on veut maintenir et développer nos emplois en France pour nous et pour nos enfants. Bien entendu, c'est une recherche de croissance continuelle et c'est le seul moyen, je dirais, aujourd'hui, pour rester vraiment dans une compétition mondiale. Le 2e concept, une fois que le projet est clairement défini, c'est le concept de la propreté totale. C'est le premier pas de la qualité totale. Alors, quand je dis propreté, je considère qu'une entreprise ne sera jamais assez nickel. Mais quand on dit propre, il ne s'agit pas de nettoyer. Il s'agit de rentrer dans un concept comment ne plus salir. Hein, c'est-à-dire, quand vous avez des machines, il ne s'agit pas de dire OK, on arrête 20 minutes avant l'heure pour nettoyer les machines. Non, il faut faire en sorte pour qu'on n'ait plus à arrêter les machines pour avoir à les nettoyer. Donc ça change un peu les contextes. Dans un concept de propreté totale, ce qui n'est pas neutre, c'est par exemple d'avoir dans les entreprises un beau restaurant d'entreprise. Pourquoi un beau restaurant d'entreprise? Pour qu'un maximum de gens mangent au restaurant. Parce que le restaurant d'entreprise, ça permet de créer des liens, ça permet de fidéliser l'ensemble du personnel, ça permet de rester ensemble tout le temps, ça permet aussi de manger tous les jours à une autre table et d'apprendre à connaître l'ensemble du personnel. Parce que vous pensez bien, quand vous êtes dans une entreprise de plusieurs centaines de personnes, vous ne connaissez pas forcément Pierre, Paul et Jacques, mais le restaurant d'entreprise peut contribuer à ce que vous connaissiez l'ensemble de votre personnel. Ensuite, il faut supprimer... Alors, beau, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment essayer de transformer le cadre de travail en cadre de vie agréable. Et donc, un cadre de vie agréable, ça veut dire pourquoi ne pas mettre des plantes dans les usines, bien entendu dans les bureaux de toute façon, mais c'est aussi d'avoir des bureaux au même titre que des ateliers qui soient à même niveau. Et on n'est plus aujourd'hui dans un contexte où on a des beaux bureaux avec des beaux sanitaires et des ateliers qui ont une architecture différente. Non, il faut que les bureaux soient totalement intégrés dans les surfaces de production. Alors, la pénibilité, bien sûr, il faut supprimer. Je dirais que tout ce qui est nuisance, tout ce qui est pénible, tout ce qui est contraignant, tout ce qui est fatigant doit être combattu parce que dès que c'est nuisant, dès que c'est stressant, ça ne peut pas être productif. Donc il faut vraiment faire en sorte que tout acte de pénibilité, les coups de téléphone qui dérangent et tout ce que vous voulez, soit absolument combattu pour améliorer les conditions de travail. Bien entendu, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de panne, donc pour qu'on garantisse un fonctionnement optimum de ces installations. Il faut surtout travailler dans une ambiance paisible, c'est-à-dire travailler dans le calme et dans la tranquillité, et si possible, refuser ce mot urgent. Parce que l'urgence égale rarement prioritaire. Et quand vous êtes dans l'urgence, c'est que quelque part, vous avez des progrès à faire, c'est que vous n'avez pas su anticiper. Donc même si on est aujourd'hui dans un monde de plus en plus de l'imprévisible, essayons d'anticiper les mouvements pour qu'on travaille dans le calme et dans une ambiance paisible. 3e condition, la personne. La personne, vous l'avez vu dans le petit film, c'est du respect, c'est de l'équité, c'est donner des degrés de liberté. Parce qu'on est dans une entreprise intrinsèquement égaux et on va essayer de faire grandir son personnel et développer son potentiel. Alors il est vrai, et je l'ai entendu ce matin, et c'est juste, vous pouvez avoir les entreprises, les plus beaux produits, les plus beaux services, mais ce qui fera la performance de votre entreprise, c'est les hommes qui sont dans l'entreprise. C'est eux qui sont au cœur de l'entreprise. C'est leur implication qui fera la différence. Et la performance de l'homme, elle est liée à 3 paramètres. C'est du savoir, c'est de la compétence. Donc du savoir et de la compétence, on n'a jamais fini d'apprendre.
Il faut continuer à apprendre pour connaître et connaître pour comprendre, et je dirais comprendre pour progresser. Donc, vous avez un rôle là-dedans, en tant que responsable aussi, c'est de faire grandir votre personnel par plus de savoir. La deuxième compétence qui est nécessaire, c'est du vouloir, c'est de la motivation. Dans une entreprise, tout le monde n'est pas forcément motivé. Vous avez des gens qui sont naturellement motivés, donc c'est relativement facile. Mais vous avez des gens, et il faut les comprendre, leur vie n'est pas dans l'entreprise, leur vie est en dehors de l'entreprise. Mais si ces gens ne sont pas considérés, si ces gens ont des mauvaises conditions de travail, ils vont faire le minimum syndical, et je dirais, ils ont en partie raison. Par contre, si ces gens, on les met dans des bonnes conditions de travail, on les respecte. Vous savez, simplement le fait de dire bonjour tous les jours, ça règle énormément de problèmes. Et on est dans une bonne ambiance, ces gens vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je vous invite à travailler dans ce sens-là. Bien entendu, et je vous l'ai dit, on doit aussi passer, et vous l'avez vu aussi dans le petit film, le management, c'est plus un management de contrainte ou un management de contrôle, mais c'est un management d'aide. Aujourd'hui, un manager doit aider son personnel, ok ? Et s'il y a un problème, vous savez, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais profs. C'est pareil, vous n'avez pas des mauvais collaborateurs, vous avez des mauvais managers, il faut se dire. Donc c'est à ce niveau-là que ça doit changer. Ensuite, on est dans la simplicité. La simplicité dans les rapports humains, effectivement. La simplicité, je dirais, dans la communication. La simplicité à tous les niveaux. Il faut savoir écouter son personnel aussi et croire en ses capacités. Alors, écoutez le personnel, j'aime bien la théorie du professeur Shiba qui disait, vous savez, vous avez 3 façons de comprendre les poissons. La première, vous examinez des poissons à travers un aquarium et vous essayez de comprendre. La deuxième, vous pêchez un poisson, vous le mesurez, vous le disséquez. Et la troisième, vous nagez avec les poissons. La réponse, vous la connaissez. Effectivement, quand je nage avec les poissons, je suis dans le même environnement, je suis dans la même température d'eau, je suis à 360 degrés avec eux. C'est exactement pareil. Donc, je reviens encore au premier point que j'ai dit. Le management, c'est être présent sur le terrain. Vous ne pouvez pas écouter votre personnel si vous ne partagez pas le temps de travail avec eux. Et écouter son personnel, c'est important, au même titre qu'écouter son client. Parce que c'est celui qui fait, et je l'ai entendu chez M. Monjou ce matin, c'est celui qui fait, qui sait comment il doit améliorer. Donc, il faut le mettre dans ces conditions. Ensuite, il faut être partenaire. Pourquoi partenaire ? Parce qu'on gagne ensemble et on perd tout seul. Alors, une chose est sûre, les gens, en général, aiment bien de l'autonomie, mais il y en a très peu qui prennent des responsabilités. Et les managers doivent savoir prendre de la responsabilité, et c'est nécessaire aussi pour les équipes, parce que ça rassure et ça rend confiant. Ensuite, il faut la passion. Développer la passion, c'est la passion de bien faire son travail, la passion je dirais, c'est de l'amour du travail bien fait. Il faut aussi développer le plaisir, je l'ai dit. Le plaisir, il y a différents niveaux. Et ensuite, il faut donner de la liberté. La liberté, c'est quoi ? Donner de la liberté, ça vous permet de libérer les énergies dans une entreprise. Et il est effectivement certain, quand les gens savent pour qui et pourquoi ils travaillent, il faut leur donner un grand degré de liberté sur le comment faire. On n'est plus dans un monde aujourd'hui de penseux et de faiseux. C'est fini. Il faut vraiment profiter du savoir que j'appelle le savoir partagé. Vous avez 2 types de savoir. Vous avez le savoir théorique et le savoir pratique. Et dans une entreprise, il faut arriver à combiner les 2. Et quand vous combinez les 2, c'est les gens qui font, qui peuvent constamment pouvoir s'améliorer. Ça ne sert à rien d'avoir ce que j'appelle des procédures coercitives qui sont faites par un dépenseur ou un service qualité qui va vous dire exactement comment il faut faire. Parce que celui qui fait, il sait exactement. Alors il vaut mieux que ce soit des procédures habilitantes, c'est-à-dire celui qui fait, qui écrit sa procédure, mais non pas pour lui. C'est pour le collègue le jour où il le remplace sur son poste de travail ou pour le nouvel embauché. Donc, la personne, c'est effectivement fondamental. Donc vous avez vu, vous avez le projet. Vous avez le concept de la propreté, la personne. Ensuite, c'est la précision. Parce qu'effectivement, j'ai dit, il faut du savoir, de la compétence, il faut du vouloir, c'est de la motivation. Mais il faut que chaque collaborateur sache ce qu'il a à faire, pour qui et pour quand. Donc, il faut absolument développer cette chose-là. Donc, le savoir, j'en ai parlé. Par contre, le vouloir, ça, c'est vraiment le vouloir. On ne motive pas les gens par force, mais c'est de l'automotivation. C'est les gens qui vont d'eux-mêmes donner le meilleur s'ils sont dans des bonnes conditions. Nous, l'accent prioritaire qu'on a toujours mis dans notre métier, c'est sur la ponctualité, le respect du délai, le respect des engagements.
et bien avant, je dirais, les coûts, par exemple, c'est vraiment cette notion d'exactitude, d'assiduité, et aussi cette notion d'aller vite. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller vite et le temps perdu ne se rattrapera jamais. Aujourd'hui, ce n'est pas la plus grosse entreprise qui va gagner, mais c'est l'entreprise la plus réactive sur le marché qui va gagner. Ensuite, il faut développer, bien sûr, l'attitude de professionnel. Vous connaissez tous ce proverbe, un amateur croit savoir, un professionnel sait. Il faut développer sur le professionnalisme dans les usines et, bien entendu, le respect de la parole. Alors, dans la parole, ce qui est important aussi en termes de management, et très souvent ça pêche à ce niveau-là, il faut aussi savoir dire non. Parce que ne pas savoir dire non, c'est développer une certaine forme de laxisme. Il faut savoir dire non. Simplement, quand on dit non, il faut pouvoir expliquer le pourquoi du non. Ensuite, on en arrive à la pression. La pression me semble nécessaire aussi. Je ne connais pas de système qui marche s'il n'y a pas de pression. Quand vous êtes dans le domaine du sport, il faut une certaine pression, bien sûr, qui soit saine et sans contrainte, mais ça veut dire aussi qu'il faut s'entraîner. J'ai jamais connu, j'ai jamais entendu un coach sportif dire « entraîne-toi moins, tu auras des meilleurs résultats ». Si, je crois qu'il n'y a qu'une Martine Aubry qui a dit à un moment donné « travaillez moins, vous aurez plus de résultats ». Bon, ça n'a pas marché. Donc, il faut vraiment, il faut qu'il y ait de la pression, mais la pression, c'est à différents niveaux. La pression, c'est aussi de pouvoir suivre les plans d'action, parce que si vous ne suivez pas des plans d'action, c'est aussi se désintéresser au travail de vos collaborateurs. Donc c'est un suivi à ce niveau-là. C'est la chasse à la productivité. Et la chasse à la productivité, elle est tout à fait évidente, c'est produire plus et mieux, je dirais, et moins cher, mais aussi avec moins d'efforts. Et c'est là que ça devient important. Quand j'ai entendu ce matin qu'on parlait d'automatisation ou de robotisation, effectivement, mon opinion sur l'usine 4.0 et celle-ci, c'est que cette automatisation est au service de l'homme et non pas au détriment de l'homme. D'accord ? C'est effectivement, et ça a été dit ce matin, c'est essayer de supprimer tout ce qu'on appelle les dépenses ajoutées et le gaspillage, c'est pour avoir un maximum de développement sur la valeur ajoutée. Donc c'est un peu différent. Et du pilotage. Du pilotage, c'est quoi ? C'est développer ce qu'on appelle le concept de l'usine visuelle, c'est comprendre tout du premier coup d'œil, c'est savoir diriger avec les yeux. Alors je peux vous garantir, s'il y en a dans cette salle qui ont visité des usines japonaises, eux, ils ont toujours été très forts là-dessus. On dirige avec le regard, on dirige avec les yeux. D'ailleurs, ils ont énormément de dessins, ils ont très peu d'écrits dans les procédures et on comprend les choses très vite. Comprendre les choses très vite, c'est quand vous rentrez dans une usine, vous devez tout de suite voir où est-ce qu'il y a un goulot d'étranglement, où est-ce que l'encours déborde, enfin, pour pouvoir détecter le problème le plus rapidement possible, pour pouvoir agir dessus. Ce qui veut dire aussi que si vous êtes en pilotage, il faut que vos collaborateurs aient ce que j'appelle des indicateurs de performance. Et un indicateur de performance, c'est tout sauf un indicateur de gestion. C'est ce qui lui parle à lui. Un opérateur, ce qui va lui parler, c'est pas forcément la valeur ajoutée par tête, non, mais c'est le nombre de pièces qu'il va faire par heure. Et s'il a un indicateur qui est très clair à ce niveau-là, je vous garantis, il n'essayera pas demain de faire moins bien qu'aujourd'hui. Parce que nous, tous, l'homme, c'est un gagnant, il veut toujours progresser, il ne veut pas régresser. Ensuite, vous avez le progrès. Le progrès, c'est une forme d'innovation. Alors, il faut avoir cette volonté d'apprendre pour pouvoir progresser. Mais quand je dis cette volonté de progrès, c'est une volonté de tous les jours. Ce n'est pas faire de temps en temps des chantiers de progrès. Ce n'est pas de faire de temps en temps des séances d'innovation. C'est vraiment tous les jours. Et pour le progrès, et il y avait des bons exemples avec M. Monjou ce matin, c'est effectivement d'enlever les repères, d'enlever les habitudes, de casser les paradigmes. On a toujours fait comme ça. Vous savez, c'est comme lorsque vous déménagez. La première chose que vous faites quand vous déménagerez, vous commanderez un camion d'ordures pour enfin enlever l'inutile. C'est exactement pareil. Il faut avoir à ce que j'appelle une attitude d'insatisfait progressiste et il faut rentrer dans les procédures de simplification. Et la simplification, c'est un processus fondamental. Pourquoi ? Et c'est vraiment ça amène de l'innovation, ça a été dit ce matin. Parce qu'il est très compliqué de faire simple, mais qu'est-ce qu'il est simple de faire compliqué ? Et il faut justement essayer de renseigner dans ces processus de simplification, c'est-à-dire démarche de simplification, réduire, voire éliminer l'inutile.
Toutes les sources de gaspillage doivent être éliminées. Et une belle définition, quelque chose qui est simple, c'est utile, c'est beau, c'est pratique, c'est approprié, rien n'est superflu. Donc, il faut rentrer dans ces processus de simplification. Et le progrès aussi, c'est les processus de vitesse pour être réactif, car le temps perdu ne se rattrapera jamais. Donc, je crois que les conditions d'innovation dont on a parlé ce matin, c'est d'aller plus vite que les autres, c'est de rentrer dans les processus de simplification. Et moi, je rajouterai une chose, c'est de développer le plaisir de faire. Ensuite, dernier sujet, sur nos 7P, il faut faire du profit. Et ça ne doit pas être un sujet tabou. Malheureusement, en France, et je me permets de le dire parce que je suis dans le groupe depuis 1988 et pendant 9 ans, j'étais aussi patron des usines en Allemagne et j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne et j'ai compris un peu la différence culturelle à ce niveau-là. En France, quand on fait du fric, c'est mal vu. Quand le patron a une grande voiture, on a tendance à lui demander des remises et on est un peu gêné. En Allemagne, quand vous n'avez pas une grosse voiture, c'est que votre boîte ne représente rien. Si je peux vous inciter à quelque chose, n'ayez pas peur de ça. Il faut faire du fric. Il faut qu'une entreprise fasse du fric. Parce qu'on a parlé, si on ne change pas, on meurt, c'est vrai. Mais si vous ne gagnez pas de fric, vous mourrez aussi. OK ? Donc, il faut faire de l'argent. Et cet argent, bien sûr, il doit nous permettre à investir pour rester au top des technologies. Il permet aussi de partager les succès. OK ? C'est de la reconnaissance. Ça permet aussi de promouvoir. Pourquoi promouvoir? Parce que quand vous faites grandir votre personnel et que vous le faites monter en compétences, il monte aussi en qualification. Donc, il faut pouvoir suivre à ce niveau-là. Et il faut savoir reconnaître les efforts et les résultats. Et bien sûr, faire de l'argent, ça permet de pérenniser, de rendre durable, d'être dans la continuité. Et c'est le seul moyen de résister aux événements. Alors, en résumé, nous avons effectivement développé, donc depuis 89 et d'année en année, on a amélioré. Aujourd'hui, on a les conditions primordiales qui sont de dire ce qu'on a dans les 5 P. C'est les concepts de base, c'est d'être des entreprises propres, sécuritaires, mais sécuritaires dans le sens sécurité de l'emploi, et on se bat pour cette sécurité de l'emploi, soucieuse de la santé des collaborateurs au travail. Donc, comment est-ce qu'on enlève toutes les pénibilités au travail et respectueuse de l'environnement. Et je pense que ceci, c'est un socle aujourd'hui qui est nécessaire dans les entreprises. C'est sur lequel on peut construire. Ensuite, le deuxième concept, c'est l'entreprise vide, ordonnée et fluide. Fluide, pourquoi? Puisque, je l'ai dit, vous n'aurez jamais des flux physiques courts si vous n'avez pas des flux de communication courts. D'être une entreprise transparente et performante, c'est d'avoir des indicateurs de performance connus par l'ensemble de l'entreprise, des collaborateurs. Par exemple, tous les mois, on affiche le résultat de notre entreprise et tous nos collaborateurs connaissent le résultat de l'entreprise. Et d'être une entreprise visuelle, c'est que tout soit compréhensible par tout le monde et par chacun. Et c'est d'être une entreprise calme et participative, puisque je vous l'ai dit, on essaye de bannir le mot urgent. Basé sur les 7 concepts de management que je viens de vous expliquer, donc un projet, le concept de propreté totale, le respect des personnes, la précision, puisqu'il faut savoir quoi faire. Ça nécessite un système de pression, mais encore, il faut-il qu'il soit sain et sans contrainte. Vous devez être dans le progrès permanent. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais le progrès permanent, c'est de l'innovation. Et je fais simplement la différence entre l'innovation et la créativité. La créativité est beaucoup plus individuelle. L'innovation, ça vient quand vous mettez les gens ensemble, et c'est de faire du profit. Et tout ça, c'est basé sur quoi? Sur vos hommes qui font la différence, c'est-à-dire vos femmes et vos hommes dans vos entreprises qui font la différence et qui donneront le meilleur d'eux-mêmes quand vous les respectez, quand vous les traitez avec équité, quand vous leur faites confiance et que vous leur donnez des degrés de liberté sur le comment faire dans votre entreprise. C'est quand vous leur permettez de développer l'autonomie et surtout de développer leur plein potentiel pour permettre de grandir. Et je dis encore une fois, quand ils grandissent dans l'entreprise, ils grandissent aussi à l'extérieur et ils vous en sont reconnaissants. Et pour réussir, et je terminerai là-dessus sur cet exposé, c'est de dire tout événement se produit pour une raison précise et ça doit vous servir. Car effectivement, chaque revers contient l'amorce d'un avantage équivalent, voire même supérieur.
L'échec n'existe pas, seuls existent les résultats. Et il faut se poser la question, les pires traits, ce sont vos doutes. Et quand on a des doutes, il ne faut pas aller dans les doutes. Vous savez très bien que le degré de motivation, c'est un peu la différence entre la confiance et le doute. Si vous avez énormément de confiance et peu de doute, c'est que vous avez un degré de motivation très élevé. Par contre, si vos doutes sont plus importants que la confiance, vous ne serez pas motivé. Donc, troisième des choses, quoi qu'il arrive, il faut assumer la responsabilité. Et je dirais que la maturité d'un individu se mesure au degré de responsabilité assumée. Les êtres humains, on en a parlé, sont votre plus grande ressource. Effectivement, il n'y aura jamais de réussite durable sans cohésion de votre personnel. Et là, je dis, il faut oser la confiance et croire au potentiel des gens. Il faut réussir le mariage entre ce que vous faites et ce que vous aimez. Et il faut faire en sorte un peu que le travail devienne un vrai plaisir, voire un jeu. Et il n'y aura jamais de réussite durable sans engagement. Vous devez suivre un but sans relâche, savoir analyser les prix de chaque succès, bien entendu. Et je terminerai en disant, allez dans les processus de vitesse, allez vite, dans les processus de simplification, supprimez l'inutile, supprimez les gaspillages, simplifiez au maximum la communication dans une entreprise et essayez de développer du plaisir dans votre entreprise. Michel Musen-Duter. Venez, Michel, venez. J'imagine, avez-vous, mesdames et messieurs, des questions? Si vous n'en avez pas, j'en ai des milliers, donc vraiment sans problème. Allons-y. Y a-t-il des questions? Est-ce que ceci vous interpelle, ne vous interpelle pas? Je démarre, vous me suivez. Michel, au début où vous arrivez dans l'entreprise, vous avez dit, je prends le concept propreté. Dans quel état était l'entreprise que vous avez vue? Je dirais que c'est vrai que quand je suis arrivé dans l'entreprise, elle n'était pas très propre. Parlez bien dans le micro, voilà, tout près. Quand je suis arrivé en 88 dans l'entreprise, on n'était pas vraiment dans des concepts de propreté. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous aviez des taches d'huile par terre, vous aviez des copeaux qui traînaient, mais tout ça, c'est moins important. Ce qui était beaucoup plus important, c'est qu'on avait une multitude d'accidents de travail, c'est qu'on avait des panneaux zéro accident partout, mais il y avait des accidents de travail. Et c'est là qu'on a démarré très vite en se disant, il faut qu'on développe absolument, et avec du recul, heureusement qu'on a travaillé sur les conditions de travail, très nettement. On a d'ailleurs développé un outil qu'on appelle la chasse aux panneaux, donc c'est pas la blague des petits nègres, mais c'est les potentialités d'accidents neutralisées par nous. Et quand on a appris aux gens à découvrir en quoi on pouvait avoir des accidents, il est tout à fait évident qu'on a amélioré notre parc machine, qu'on a eu le souci de cette propreté, et par après ça s'est développé, supprimer toutes les pénibilités. Combien de temps pour arriver au résultat que vous escomptiez entre le moment du premier constat et le moment du résultat où vous dites « on y est » ? Les premiers résultats se sont fait sentir au bout de la troisième année. Troisième année. Mais je dirais la maîtrise du système, ça a mis 5 ans. Et la maîtrise, 5 ans. Un homme seul, vous-même, étiez incapable, j'imagine, j'affirme, mais vous me contredisez si jamais, étiez incapable de mettre tout cela en place. Ça veut dire qu'il y a toute une équipe. Comment on fait d'abord pour partager le projet avec l'équipe ? Déjà, vous avez intérêt à trouver des collaborateurs qui vont tenir le même langage que vous. Donc, ça prend combien de temps ? Il y en a qui... Il faut faire un tri souvent dans les collaborateurs à ce niveau-là, okay. Malheureusement, mais il faut une équipe qui soit solidaire, qui partage les objectifs. Donc, vous savez très bien que constituer une équipe, il faut connaître les talents de chacun, il faut connaître les degrés de motivation de chacun. Il faut aussi que ces degrés de motivation personnelle s'inscrivent dans les degrés de motivation de l'entreprise. Il faut qu'ils s'y retrouvent. Et c'est uniquement à ce moment-là que vous pouvez construire. Ça prend combien de temps pour constituer cette équipe ? 2-3 ans aussi ? Ça compte, oui, absolument. Parfait, on est à 3 plus 5, on obtient 8. Donc 3 ans, je constitue mon équipe. Non, mais je dirais l'équipe, c'est en même temps. Bon, à 5-6 ans, ça commence à marcher. Faites ça en parallèle, oui. Avez-vous des questions ? Sinon, je continue. Franchement, je vais phagocyter aujourd'hui. Allez-y, manifestez-vous. Il y en a là-bas au-dessus ? Oui, allons-y. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Présentez-vous. Oui, bonjour. Allô ? Oui. Benoît Cazot de la société Altrad. J'avais une question concernant donc la perf ambiance. Est-ce que vous avez été capable de le mesurer de façon concrète ? Et est-ce que, par exemple, tous les mois ou tous les 2 mois, vous avez un indicateur, voire un indice qui permet de mesurer cette performance ? Bien sûr. Alors,
Vous parlez de l'indicateur d'ambiance, là. Oui. Alors, vous avez des indicateurs d'ambiance, mais pour moi, ils ne sont pas très... Vous en avez. C'est le taux d'absentisme. Quand votre absentisme baisse, il est tout à fait évident que l'ambiance s'améliore. Vous avez un autre indicateur qui est le nombre d'accidents de travail, ou plus exactement les potentialités d'accidents. Mais je crois que le plus bel indicateur, c'est le sourire des gens. D'accord ? Quand vous avez une mauvaise ambiance, quand vous êtes dans une bonne ambiance, Thierry l'a dit quand il a visité l'usine, c'est les gens qui expliquent comment fonctionne l'usine. Ils sont fiers de montrer leur travail. C'est eux qui le montrent. Si les gens... Souvent, il m'arrive quand même de visiter pas mal d'usines. Vous rentrez dans une usine et vous voyez quand le chef il commence à passer les collaborateurs, il commence à rentrer les épaules et à ne plus oser s'exprimer. Je crois que c'est ça la véritable ambiance. Quand les gens sont très ouverts, qu'ils s'expriment très librement. Question encore, je vous en prie. Est-ce qu'on a répondu, monsieur? On a répondu? Merci beaucoup. Question? Sinon, j'en ai une tout de suite. Oui, je vous en prie. Juste ici devant. Alors, ça, c'est l'entreprise du Nord, rappelez-moi. Mais bien sûr, Salty. Allons-y. Présentez-vous. Et votre question. Bonjour, Jean-Sébastien Guillot-Salty. Ma question, avez-vous exporté vos bonnes pratiques dans le reste du groupe et comment ça a été accueilli? Oui, alors j'ai eu la chance, on a mis ce projet en place effectivement dès 89, ce qui nous a permis en 97 d'être reconnus avec l'usine de Haguenau comme meilleure usine en France dans le concours INSEAD Usine Nouvelle. Et mes propriétaires m'ont demandé donc dans ces années-là d'aller en Allemagne. Donc j'étais pendant 9 ans patron des usines en Allemagne aussi. Pendant cette période, c'est là qu'on a commencé aussi à développer la Chine et j'ai passé pas mal de séjours au Brésil. Alors, je dirais la preuve par 9 parce que vous ne pouvez pas faire un copier-coller. Il faut tenir compte des cultures. Et les cultures sont très différentes. D'accord ? Je vous donnerai un exemple. Quand vous parlez de propreté à un Français, il sait qu'il doit nettoyer. Quand vous parlez de propreté à un Allemand, d'ailleurs, c'est pas traduit en Sauberkeit, il dit Ordnung, il est déjà dans l'ordre. C'est pas du tout pareil. Je vous donne un deuxième exemple. Quand vous parlez de délai, un Français, c'est délai court, pas forcément respecté. Le taux de service, c'est autre chose. Et quand vous avez un retard d'une semaine ou 2 jours, c'est un retard. Pour l'allemand, c'est Liefertreu. C'est d'abord le taux de service, plutôt un délai long, mais le taux de service. Donc il faut intégrer les différences culturelles. En intégrant les différences culturelles, on avait réussi avec notre usine d'électronique en Allemagne de redevenir la première usine dans le concours Usine Nouvelle INSEAD Wirtschaftsforum. Donc c'était un peu la preuve par 9. Par contre, il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre en place de la même façon. Par exemple, le travail de groupe, le français le travail de groupe est beaucoup plus intéressant en France qu'en Allemagne. En Allemagne, les gens sont beaucoup plus individuels. Une chose qu'on n'a pas réussi à mettre en Allemagne, c'est de dire à la hiérarchie, tu descends de l'usine. Ils veulent rester dans leur bureau. Vous voyez, donc il faut jouer. Vous ne pouvez pas faire un copier-coller. Au Brésil, par contre, on a appelé ça le projet Evolutuao. Au Brésil, ça a eu de très très bons résultats, mais là aussi, vous avez encore au Brésil des niveaux hiérarchiques très élevés. Donc le niveau de direction va rarement dans une usine. Parce que... Michel, je reprends ce que vous venez de dire, vous confirmez, parce que ça bouscule une énorme idée reçue chez moi, vous me confirmez bien que le français est moins individualiste et plus prompt à travailler en groupe que l'allemand? Merci, vous pouvez le répéter? Non, vraiment, c'est très très bien. En France, on a d'énormes qualités. Parlez bien dans en France, il faut savoir que c'est certainement lié aussi au système d'éducation. Le système français d'éducation, c'est un système très large, très ouvert. Okay ? Le système allemand, c'est beaucoup de formation par alternance, très pointu dans la technique. L'allemand sera toujours beaucoup plus pointu dans une technique que vous, mais il est très individualiste. Alors que le français est beaucoup plus ouvert. Alors, un remerciement et puis une question. Remerciement. Si vous avez des questions, levez la main. Remerciement d'abord. Merci, Michel, d'avoir dit « faites du fric ». Ça fait 6 ans que je suis avec vous, je ne l'ai pas encore entendu comme ça. Merci. L'entreprise a aussi cette destination-là. Premier point. Deuxième point, ma question. L'innovation, vous ne nous en avez pas parlé. Vous nous avez dit, je reprends, on a donc des mini-usines, 35 personnes, des services supports tout autour, aucune hiérarchie entre les deux, et la mini-usine est au charbon. Comment on innove? L'innovation, ça se fait tous les jours. C'est-à-dire? À 2 niveaux. Alors, vous avez le niveau de tous les jours, c'est-à-dire il y a des indicateurs de mesure. Alors, encore faut-il
faire un travail de fond sur les indicateurs de mesure pour qu'on ait tous la même lecture de l'indicateur. Il faut qu'on mette tous la même chose dans le numérateur, dans le dénominateur. Si on a une lecture différente, vous ne pourrez pas définir les leviers d'action. À partir du moment que vous avez une même lecture de l'indicateur, vous avez un suivi. Un indicateur doit vous permettre de corriger et de voir les écarts. C'est un travail quotidien qui se fait tous les jours. On analyse les écarts. D'ailleurs, partout où, au niveau des machines, on essaye qu'elles tournent 24 heures sans interruption. Par contre, nos opérateurs, toutes les 2 heures, arrêtent 10 minutes. D'accord. Et c'est du temps payé. Qui l'a décidé? Pourquoi? Ça, on l'a mis en place. On l'a mis en place. On l'a mis en place. Ça nous a permis de faire des gros gains de productivité. Ça permet déjà, quand les gens sont, par exemple, en travail séquentiel, ça vous évite déjà tout ce que j'appelle les pauses pirates. Il y a toujours quelqu'un qui s'absente. En général, on arrive à rester d'une façon assidue 2 heures sur le poste de travail. On prend 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, on profite aussi de voir et de discuter qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Donc, c'est vraiment un processus d'amélioration continue sur des petites idées. Par contre, dans les fonctions support, nous avons toute une fonction support qu'on appelle d'ailleurs notre pôle Innovation France. Ah, vous avez un pôle d'innovation? On a un pôle d'innovation et leur rôle, c'est de trouver à travers notre métier, à travers notre savoir-faire et nos capacités, de trouver des nouveaux marchés, des nouveaux développements de produits. C'est ça, d'accord. Donc voilà, sinon je poursuis. Vous avez des questions, je vous en prie. Y a-t-il de votre part des questions? 1, 2. Oui, Daniel Thomas, société Rototilt. Je représente une société suédoise, donc je me retrouve énormément dans ce que vous présentez. Et je voudrais juste vous poser une question simple. Quelle a été votre... Si je vous pose juste une question, votre plus grande difficulté? C'est une bonne question. La plus grande difficulté, c'est de bien gérer son temps. Concrètement, Michel, ça veut dire bien gérer son temps. C'est-à-dire, vous étiez contraint par quoi, occupé ou, distrait par quoi? Je pense que gérer son temps, c'est pareil. C'est un processus de simplification, c'est de pouvoir consacrer son temps à l'essentiel. C'est souvent, vous savez, quand vous faites une bonne gestion de temps, je vous conseille ce que vous aimez faire et ce que vous savez bien faire, déléguez-le. Et concentrez-vous vraiment sur des choses importantes pour le futur de votre entreprise. Donc je pense effectivement la grande difficulté dans une telle démarche, c'est de bien gérer son temps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, je comprends très bien. Oui. Très concrètement, je vous redonne la parole, monsieur. Il y a 10 ans, vous faisiez quoi que vous ne faites plus aujourd'hui, par exemple? Ou 15 ans, que ce que vous faisiez encore et que vous ne faites plus aujourd'hui. Il y a 10 ans, je bossais un peu plus qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, vous bossiez un peu plus qu'aujourd'hui. C'est un indicateur. Non, mais attendez, c'est une question très intéressante. Parce qu'effectivement, quand vous faites quelque chose, quand vous êtes dans un projet au départ, c'est quelque chose que vous faites un peu en plus. D'accord? Mais plus vous avancez, plus vous le faites pendant. Comment je peux vous expliquer ça? C'est comme les théories, je pense que tout le monde connaît les théories de la qualité totale, le PDCA, le Plan Do Check Act. En général, on prend très peu de temps à poser le problème et à anticiper, on essaye tout de suite d'aller à la solution. Et ensuite, la correction est longue et le contrôle est long. Je vous encourage à passer beaucoup plus de temps à l'anticipation, à la planification, à bien poser le problème. D'ailleurs, un problème bien posé, il est déjà 50% résolu, et après, vous gagnerez du temps. Monsieur, je vous en prie. Non, mais merci, vous avez répondu un petit peu à ce que j'attendais. Je pensais que la réponse aurait été l'humain. Je pensais que la réponse aurait été l'humain, parce que l'humain, tel que moi je le ressens dans votre présentation, est au centre de tout. Mais l'homme est bon. Voilà. Je crois le problème n'est pas l'humain. Écoutez, on va faire un test. Dans cette salle, levez la main de ceux qui aiment perdre. Il faut oser en l'homme. Alors, vous aurez toujours... Attendez, vous permettez, Michel, dans cette salle, levez la main ceux qui n'ont jamais vu de tir au flanc. Ah oui, Michel, on peut... Non, je crois ce qui est important, que dans toute entreprise... Bon, non, allons-y, Michel, allons-y, parce que l'homme est bon, d'accord, mais nuançons, c'est ça que je veux dire. Oui, bon, alors les 5% de tir au flanc, ok, mais vous n'allez pas faire des règlements, des procédures pour les 5% de tir au flanc. Vous vous rendez compte? D'accord. Vous perdez toute l'énergie. Moi, j'ai une théorie très simple, vous savez. Moi, je me dis un projet,
C'est comme si on devait aller maintenant avec un bateau à rame d'une île A à une île B. En tant que manager, je donne du sens, c'est vers là qu'on va. Donc je vais me retrouver dans la barque. Je vous ai dit, la première vertu du management, c'est l'exemplarité. Vous ramez un peu plus fort que les autres, vous souquez un peu plus fort. Dans le bateau, vous avez des gens, ils ne rament pas beaucoup encore. Mais si vous êtes correct avec eux, si vous les respectez, ils vont commencer à ramer avec vous. Et plus vous gagnerez de gens qui rament avec vous, plus le bateau va prendre de la vitesse. Vous voyez l'image? Vous en avez encore quelques-uns qui nagent. D'accord. Ma théorie, ne vous occupez pas de ceux-là. En plus, s'ils se noient, ils se renouvellent naturellement. Avez-vous des questions? Il y en a encore. Oui, je vous en prie, monsieur. Présentez-vous. Oui, Laurent Mella, CFEUS Group. Vous nous présentez un très bel exemple d'entreprise libérée, comme on commence à en voir de plus en plus, malheureusement encore pas assez. Comment faire aujourd'hui pour que tout ce savoir expérimental, pratique que vous avez mis en œuvre, soit disséminé, diffusé dans l'éducation, pour que en fait, les générations de managers qui arrivent soient de cette couleur-là? Vous savez, je pense que c'est une question de fond. J'ai eu le recteur d'académie de chez nous de l'Est m'a invité il y a 2 mois pour un repas. Et son sujet, c'était un sujet très intéressant. Il m'a dit, comment est-ce qu'on va faire, puisqu'on parle qu'on désindustrialise la France, ce qui est une erreur totale. On a toutes les capacités pour avoir les plus belles industries du monde. Hein. Parce que moi, je vous dis, en fin de compte, dans notre groupe et en Alsace, on est énormément d'entreprises à capitaux étrangers. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire des transferts de fric, puisqu'on est sur des prix transferts. Ce que je veux dire, et le recteur me disait, le gros problème qu'on a, c'est qu'on est un peu tous responsables déjà à ce niveau-là. Parce que qu'est-ce qu'on a dit depuis 30 ans à nos gamins? Si tu ne travailles pas bien, tu vas terminer à l'usine. Est-ce qu'on visite votre entreprise? Est-ce que des managers visitent votre entreprise? Oui, on a énormément de visites. Vous avez de visites. On est d'ailleurs obligé d'en décliner un peu, donc ne commencez pas demain à vouloir visiter. Parce que, d'accord. Mais bon, on le fait quand même avec plaisir. Est-ce que vous avez également, par exemple, des étudiants HEC, des personnes comme ça, plus jeunes, qui viennent également? On a développé un gros relationnel avec les écoles d'ingénieurs, avec les écoles techniques de la région. On fait beaucoup à ce niveau-là. Mais bon, il y a tout un travail de fond à faire. Et je crois que ça commence avec ce que je vous ai dit. Il faut qu'on arrête aussi, c'était nous-mêmes en tant que parents, dire travaille bien, sinon tu vas terminer à l'usine. C'est un travail de fond. Oui, travaille bien et tu termineras à l'usine. Et ça, c'est une belle chose. Ouais. Allons-y, y a-t-il des questions, mesdames et messieurs? On a encore un peu de temps, j'avais encore l'une ou l'autre question. Oui, notamment ceci. Vous avez dit, très belle expression, le mieux c'est de nager avec les poissons. Vous-même, combien de temps passez-vous dans votre bureau? Combien de temps passez-vous, je veux dire, ailleurs que dans votre bureau avec l'une ou l'autre mini-usine? Est-ce que vous comptez ce temps-là? Comment l'organisez-vous, votre propre temps? J'essaie, enfin non, j'essaye pas, je me contrains tous les jours à passer au moins une fois dans l'usine, ne serait-ce que pour aller au restaurant d'entreprise, je passe dans l'usine. J'essaye aussi au restaurant, puisque je vous ai dit, on tient à avoir des bons restaurants avec un grand choix de nourriture pour qu'un maximum de gens de mettre tous les jours à une autre table. Oui, il faut passer du temps dans les usines, indispensable. Vous avez validé la phrase de Christian disant « Attention, c'est celui qui porte le geste simple qui peut améliorer ce geste en question ». Si je reprends le cas de la mini-usine, si je reviens sur l'innovation, c'est donc la personne qui porte le geste qui sera éventuellement porteuse de l'idée suivante pour l'améliorer par agrémentation? Absolument. Mais là, le rôle du management est fondamental. Le rôle du management, ça doit être, c'est pour ça qu'il doit développer de l'énergie. De l'énergie, c'est quoi? C'est le fait d'aller dans l'usine et dire, bon, on avait un problème. Est-ce que tu as une solution? Est-ce que tu n'as pas une idée? Vous voyez? Mais il faut la récompenser aussi. Parce qu'une entreprise, pour moi, quand je dis c'est du gros bon sens, le management, c'est un peu comme une équipe de sport. Quand vous faites du sport, quand vous êtes au départ d'une compétition, vous n'allez pas vous poser la question est-ce que j'ai le bon braquet, ou est-ce que j'ai les bons rapports de boîte, ou est-ce que j'ai les bonnes chaussures. Enfin, vous avez anticipé votre compétition, vous vous êtes entraîné, vous vous êtes préparé. D'accord? Donc, est-ce que dans son travail,
est-ce qu'on a fait pareil? Est-ce qu'on s'est préparé? Deuxième chose, quand vous faites du sport, vous savez très bien que quand vous faites du sport dans votre région, vous êtes certainement plus compétitif que quand vous allez chez les visiteurs. Enfin, que vous, Oui. vous soyez visiteur. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup plus de supporters. Et ces supporters vous encouragent et vous ne voulez pas les décevoir. Alors je me dis, dans une usine, ça serait bien. Donc l'anticipation, ok, on sait l'organiser. Mais durant le travail, si les clients pouvaient applaudir les collaborateurs durant le travail, ça serait fantastique. C'est bien eux, les supporters. Mais comme le client ne peut pas applaudir, posez-vous la question. C'est le rôle de l'encadrement à applaudir. Donc ils doivent être là pour soutenir et aider. Et la troisième chose qui est intéressante dans le sport, quand la compétition est finie, c'est tout de suite la reconnaissance ou la sanction. Ou bien vous êtes sur le podium, ou bien vous n'y êtes pas. Vous le savez tout de suite. C'est pas dans l'entreprise où on vous dit au bout de 6 mois, dans un entretien d'évaluation, il y a 6 mois, tu n'étais pas bon. Hein? Donc ça se fait tout de suite. Donc c'est exactement pareil. Ça doit être très réactif dans l'anticipation, durant le travail, et tout de suite, le soir, on a fait du bon boulot ou du mauvais boulot, on en parle. Et s'il y a quelque chose à améliorer, on les fait dans les jours qui suivent et tout de suite. Vous avez dit l'échec n'existe pas. C'est-à-dire, vous l'avez remplacé par quoi? Entendu, on ne prononce pas le mot échec, mais quand même, il y a des contre-performances. Mais je veux dire par là qu'on apprend à travers l'échec. Ah, c'est ça. D'accord. On apprend à travers l'échec. Il ne faut pas. Quand je dis l'échec n'existe pas, c'est pas. On ne va pas rester sur cet échec. C'est une reconnaissance de l'échec, mais on va essayer de rebondir là-dessus pour reconstruire. On comprend bien en même temps que ce sont les cadres intermédiaires qui vont porter le projet également avec vous, bien sûr. Il y a une école du cadre intermédiaire, SEW Usocom. Il y a management du management. Nous avons créé notre propre école performance, effectivement. Et notre encadrement passe par cette école de management en interne. Dans cette école, il va apprendre tous les concepts et il va apprendre surtout à se conduire, j'imagine, parce que c'est du vécu. Alors, les concepts, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, c'est les méthodes, ça s'apprend. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est son savoir-être. Et ça, on voit très bien quand on repasse les gens dans cette école. Il y a des gens qui sont des super techniciens, mais qu'il faut laisser techniciens et surtout pas mettre dans le management. Et il y en a d'autres parce qu'ils aiment les gens, parce qu'ils savent encourager les gens, parce qu'ils sont à l'écoute des gens, qui feront des bons managers, mais il leur faut du savoir technique au bas. Puis-je, en caricaturant, dire, je dis bien c'est une caricature, vous recrutez sur le savoir-être d'abord, la compétence juste après? On recrute sur de la bonne foi, du bon sens et de la bonne humeur. Il est possible en tous les cas qu'une personne compétente et sans savoir-être, vous ne l'embauchiez pas, en tous les cas. Une personne compétente et sans savoir-être, vous ne l'embauchez pas. Sauf si c'était un poste d'individualiste. Oui, on est bien d'accord. Parce qu'il en faut aussi. Question, j'ai une dernière. Dernière question, vous avez dit, phrase terriblement importante, faites en sorte de marier ce que vous faites et ce que vous aimez. Oui. Pour chacun, bien sûr, est-il envisageable, du coup, que des permutations, des mutations à l'intérieur des postes de l'entreprise s'effectuent sur cette base-là? Je te mets là où tu aimes faire et non pas là où tu dois travailler. Absolument. Absolument. Et ça contribue, j'imagine, à la performance de façon exceptionnelle? Tout à fait. Vous avez des gens, vous voyez, quand on essaye de développer un maximum de polyvalence et de polycompétence. Mais vous avez de temps en temps des personnes, ils ne veulent pas. Ils veulent rester à leur poste et faire un geste répétitif et ils préfèrent ça. Quand vous avez ce type de personnes, heureusement c'est une minorité, mais il faut le respecter. Et vous avez d'autres personnes qui veulent absolument grandir, qui veulent évoluer, qui se disent ça fait 3 ans que j'étais au poste, j'aimerais un autre poste et là il faut l'accompagner. À votre avis, dans les années qui viennent, on se dirige plutôt vers cette formule de management? Ce sera celle vers laquelle on tendra? Monsieur l'a dit avant, aujourd'hui je sens depuis 2-3 ans, il y a un vent nouveau en termes de management, c'est ce qu'on appelle un peu l'entreprise libérée. Je me méfie un peu de ce terme parce que j'ai peur que ça devienne un peu, vous savez, une nouvelle mode. Je me méfie des modes de management, il y en a eu plusieurs, parce que j'ai un peu l'impression que comme on le présente actuellement, ça fait un peu un pays de bisounours. Moi, je préfère qu'on parle d'entreprises qui libèrent les énergies, parce qu'il faut quand même définir quelques règles. Ça ne peut pas être tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ce monde idyllique ne marche quand même pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut croire à l'homme. Vous lui laissez beaucoup plus il a beaucoup plus de potentiel qu'on s'imagine. Et la chose absolument certaine,
c'est supprimer les niveaux hiérarchiques et les fonctions. Parce qu'entre les fonctions, non seulement on a souvent des murs, mais on a des bunkers, et je vois quand même encore des entreprises où on arrive à envoyer un mail d'un bureau à l'autre. Alors là, c'est la catastrophe totale. Michel Musanutter, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup, Michel. Merci énormément.